Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de tutoriel sur la retouche de portrait. Aujourd'hui, on va continuer la retouche qu'on avait commencé sur Capture One 20. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir la première partie de cette vidéo. Et puis là, on va s'intéresser à la création d'un style sur Affinity Photo. Alors c'est parti, sans plus attendre. La première chose qu'on remarque, c'est que peut-être qu'il faut rajouter un peu de vibrance sur cette image, d'accord? Parce que je la trouve un peu trop désaturée. Alors, comment on fait pour ajouter de la vibrance? Eh bien, on va aller dans Layer, New Adjustment Layer, et ensuite dans Vibrance, juste ici. Et là, on voit qu'il y a un petit panneau avec deux curseurs différents, un curseur vibrance et un curseur saturation. La différence entre les deux, c'est que vous voyez, si je pousse le curseur saturation complètement en bas, l'image est en noir et blanc. Et inversement, si je le pousse à 100%, l'image est complètement sursaturée. Donc je vais le remettre à 0 et maintenant on va voir ce que ça fait pour vibrance. Vous voyez que l'image est presque en noir et blanc, mais pas tout à fait, d'accord? De la même manière, si je pousse à 100%, on n'est pas sur des couleurs qui sont aberrantes. Alors qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, saturation, ça augmente la saturation de toutes les couleurs de façon uniforme, sans tenir compte de leur degré de saturation au préalable. Alors que vibrance, ça ne fait que, ça ne sature que les couleurs qui de base n'étaient pas assez saturées dans l'image. Donc c'est parfaitement ce qu'on veut. Donc on va pousser, on peut y aller méchamment, hein, aux alentours de 60-70. C'est bien. Et puis de toute façon, il faut pas hésiter à accentuer, à surfaire le réglage, parce que derrière, on va pouvoir ici, avec le curseur d'opacité, rendre notre calque plus ou moins puissant. D'accord? Alors moi, je voudrais pas que la route devienne trop bleue, donc je vais un petit peu baisser ma vibrance aux alentours de 75%. Là, vous voyez que ça donne un joli résultat. On peut cocher, décocher pour voir le avant-après. Vous voyez, alors je vais peut-être un peu zoomer, vous voyez que ça influe énormément, par exemple, sur le verre ici, sur les toits des maisons et puis sur le visage. Regardez, sans, après. Vous voyez à quel point on a amélioré l'arrière-plan et un peu le portrait aussi. On voit que là, c'est beaucoup plus de nuances de teinte de peau, d'accord? Je sais pas si vous voyez ça. Bon, c'est un réglage léger, d'accord? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'augmenter un petit peu la saturation de la teinte de peau de son visage, parce que son visage est un petit peu trop fade. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, comme c'est une couleur spécifique, eh bien, on va ajouter un réglage de HSL. Pour ça, on va aller dans Layer, New Adjustment Layer, et on va aller trouver HSL, d'accord? Vous pouvez faire CTRL U aussi si vous êtes sur Windows ou commande U sur Mac pour pouvoir activer cet outil. Donc voilà, donc HSL, ce qui se passe c'est on n'a pas la couleur de peau de base qui est sélectionnée. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner une couleur au hasard, le jaune par exemple. Et puis là on a un petit outil piqueur. Et quand on clique dessus et qu'on vient cliquer sur sa peau, vous voyez, on arrive à sélectionner en fait, sa couleur de peau, d'accord? C'est passé du jaune au rouge, hein. La peau est essentiellement constituée de rouge, donc c'est normal. Et vous voyez que ici, c'est l'endroit, la gamme de couleurs sur laquelle va vraiment s'appliquer notre effet. Et puis là, on a les zones de transition, d'accord? Donc c'est parti, on peut augmenter la saturation. Si je l'augmente vraiment très fort, vous voyez l'effet que ça couvre quand même une grande partie de son visage. On va pas s'intéresser à l'amener non plus très très haut, parce que sinon ça va faire bizarre. Mais vous voyez là, on est à 0. Peut-être l'amener aux alentours de 35%, ça me paraît intéressant. Vous voyez le avant-après? Alors ça c'est très bien, sauf que deux problèmes. On voit que ça s'applique aussi sur l'arrière-plan, ici sur les toits des maisons. On veut pas forcément ça, parce qu'on veut que notre sujet se détache de l'arrière-plan. Et puis ça s'applique aussi sur son nez et sur ses oreilles, qui sont de base des éléments qui sont rouges. Puis en plus, au niveau des lèvres, vous voyez que ça fait un peu rouge à lèvres. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser le masque. Là, vous voyez que c'est blanc, donc ça s'applique partout. C'est l'équivalent du rouge sur Capture One. On vient faire CTRL-I en ayant sélectionné notre masque de HSL. Et vous voyez que le masque maintenant devient noir. D'accord? On a ici une zone noire.
Donc on voit qu'il s'applique nulle part, d'accord? Si je coche, décoche, ça fait rien. Et maintenant, je vais venir peindre en blanc. Donc je sélectionne blanc dans l'outil Color ici. Et je viens cliquer sur B, ou alors cliquer ici sur ce petit outil pinceau. Même raccourci que sur Capture One. Là, je vais régler ma taille. Donc je vais me mettre relativement grand. Je vais régler mon opacité, je la laisse à 100%. Ma dureté, bah, je la laisse à 0%, hein, je veux pas que ce soit dur, on est sur de la retouche de visage. Et puis le flow, bah, je vais le laisser relativement bas, hein, aux alentours de voilà, 10%, c'est bien. Comme ça va me permettre de contrôler un peu ce que je fais. Et je vais peindre aux endroits où je veux rajouter de... Pardon, ça m'a resélectionné. Il faut bien sélectionner le blanc. Voilà, et là, vous voyez, on peut commencer à peindre, du coup, partout, sauf sur ses oreilles, sur son nez, on va pas trop peindre, et puis sur ses lèvres. C'est vraiment les zones qu'on veut pas du tout atteindre. Un peu le cou, voilà, comme ça. Là, je vais un peu baisser ma brosse pour éviter d'aller peindre par accident sur ses lèvres. Voilà. Sur ses oreilles, c'est pareil, je ne veux pas. Sur son nez, je ne veux pas. On peut faire Alt-clic pour voir un peu ce qu'on a fait. D'accord? Je vois qu'il y a des zones, par exemple, je sais que je n'ai pas assez peint. Voilà. Et là, regardez. Donc, si on regarde un petit peu, vous voyez, le avant, après. Avant, après. C'est léger, hein. Vous voyez? Il y a plus de rouge sur les joues, plus de rouge ici aussi. Mais on n'a pas augmenté finalement la saturation de ses lèvres, ni de son nez, ni de son oreille. D'accord? Donc ça aide, hein. Ça aide. Si on fait CTRL 0, on peut réinitialiser l'affichage pour que la photo prenne toute la place. Et voyez, avant, après. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi, ça me saute aux yeux, hein, la quantité de rouge sur les joues, sur les pommettes. C'est vraiment très intéressant. Alors la deuxième chose qu'on va faire... Attendez, je vais peut-être cacher mon visage, ce sera peut-être mieux. Hop. La deuxième chose qu'on va faire, c'est peut-être ajouter, pour détacher le portrait de son arrière-plan, ajouter de la profondeur de champ. Alors pour ça, bon, on va sélectionner notre calque background, ok? Et puis d'ailleurs, on va juste faire ça. Il faut quand même rester assez organisé au niveau des calques. Là, c'est une retouche qui est facile, mais à l'avenir, lorsque vous ferez des compositions un peu complexes, eh bien, il faut toujours essayer que le nom des calques soit explicite, d'accord? Donc là, Vibrance, c'est relativement explicite pour moi, mais là, HSL, ben moi, j'aimerais bien spécifier, par exemple, que c'est euh, saturation visage, par exemple. D'accord? Vous le mettez un peu comme vous voulez, entrée. Voilà. Et là, là c'est beaucoup plus clair. Vibrance, on peut préciser que c'est vibrance globale. Voilà. Vous voyez on peut donner des noms à des calques, donc des fois c'est très pratique, hein, surtout quand voilà, on se focalise sur une zone avec un max, que c'est intéressant de spécifier la zone qu'on vient de faire. Donc c'est parti, donc je disais, on sélectionne notre background, et maintenant on va créer une profondeur de champ. Donc on va aller dans Layer, New Live Filter Layer, Blur, et ici on va venir sélectionner Depth of Field, profondeur de champ. Par défaut, Affinity nous ouvre un réglage de type elliptique, d'accord? C'est pas du tout ce qu'on veut, parce que son portrait étant dans la longueur, dans la hauteur, pardon, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc on va venir changer le mode ici, et on va aller en Tilt Shift, d'accord? Et là, ça nous fait apparaître des barres. Alors elles sont pas dans le bon sens, mais on peut cliquer sur le point et tourner le Tilt Shift, de manière à ce que son visage, hein, la zone qui doit être nette, soit en fait inclus entre les deux barres du milieu, d'accord? Et les barres à droite et à gauche correspondent à la transition, d'accord? Plus ce point-là et ce point-là sont rapprochés, ou alors ce point-là et ce point-là sont rapprochés, plus la transition est abrupte entre le net et le flou, d'accord? On va peut-être rapprocher un petit peu, voilà, comme ça. On va peut-être rapprocher celui-là aussi, un petit peu. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cocher Preserve Alpha pour éviter qu'il y ait des problèmes ici lorsqu'on va appliquer l'effet. Sur les bords, il y a souvent des problèmes quand on coche pas Preserve Alpha. Et puis là, on va augmenter le radius, d'accord? Vous voyez l'effet que ça a? Alors, on va pas aller jusque-là parce que là, pour le coup, ça fait pas du tout naturel. Par contre, on peut sans problème aller aux alentours de 40, d'accord? Vous voyez, le avant, oups, le calque est allé là, on peut le remonter un petit peu si vous voulez. Ici, vous voyez,
avant-après. Hein, on a vraiment... regardez. Hein, ça guide beaucoup plus notre œil sur son visage. On pourra accentuer cet effet un tout petit peu après en créant une vignette. Mais là, vous voyez à quel point il est vraiment mis en avant par rapport à l'arrière-plan qui est plus flouté. Voilà, donc ça c'est pour ce masque-là. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est appliquer un effet. Parce que depuis tout à l'heure, on parle d'effet. Pour appliquer un effet, donc on va l'appliquer sur le background, on va appliquer un effet un peu sépia, un peu marron, orange, jaune, vous voyez le style de couleur. Et puis on va utiliser pour ça un outil qui est finalement très peu utilisé, qui fait souvent peur aux débutants, parce que vous allez voir quand on va l'ouvrir, ça fait bizarre. Donc on va sélectionner Background, on va dans Layer, New Adjustment Layer, et là on fait Gradient Map. Et là regardez ce qui se passe. On a une image qui est devenue très étrange, un rouge, rouge, vert et bleu. Alors à quoi ça correspond, hein, faut pas paniquer. Le rouge, ça correspond aux basses lumières, d'accord? On voit que sa chemise est affectée par le rouge, ici ses cheveux aussi, et puis certaines zones dans l'arrière-plan. Le vert, ça correspond aux moyennes lumières. Vous voyez qu'on a beaucoup de moyennes lumières, notamment son visage qui est inclus dans les moyennes lumières. Et puis dans les hautes lumières, on a de bleu, d'accord? On voit bien que le ciel, ici, euh, est dans les hautes lumières, d'accord? Alors, nous, ça ne nous intéresse pas du tout ces couleurs, parce que nous, on voudrait colorier avec des couleurs qui se rapprochent du sépia. Donc on va venir sélectionner ici le point qui est sur le rouge, qui correspond aux basses lumières, et puis on va donner aux basses lumières un aspect marron, d'accord, marron sépia, marron très foncé du coup, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des basses lumières, voilà, comme ça c'est très bien. Vous voyez ce marron-là, ici. Dans les moyennes lumières, eh bien, on va faire la même chose, on va aller sur un orange relativement pâle, d'accord, presque couleur chair. Et puis sur les hautes lumières, vous voyez à quel point ça commence à devenir sépia. Et puis sur les hautes lumières, on va sélectionner plutôt du jaune, d'accord, pour faire un aspect un peu soleil. Et puis on va presque donner une teinte, c'est presque du blanc, d'accord, mais c'est un peu dans le jaune, ok? Et là vous vous dites, ouais, mais mon effet, il est pas terrible parce qu'on voit plus les couleurs d'origine, c'est pas génial. En fait, il faut aller dans l'onglet Blend Mode, d'accord? Blend Mode, c'est-à-dire un mode de fusion. Par défaut, il est sur normal. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a différents modes que vous pouvez sélectionner. Il y en a tout un paquet. Il n'y a pas de science exacte là-dessus, ou en tout cas, je ne la connais pas. Donc, il faut un petit peu naviguer au hasard jusqu'à ce que vous trouviez un mode de fusion qui vous plaise. Vous voyez, Screen, ça peut être un exemple. Moi, j'ai sélectionné, enfin, je trouve que les deux réglages qui conviennent bien, ce sont Overlay. Mais vous voyez que c'est un effet vraiment très très fort. Et puis Soft Light. Moi, je vais partir sur Soft Light parce que je trouve que ça met bien aussi en avant les couleurs de la scène, hein, qui était complètement mangée avec Overlay. Donc Soft Light, c'est très bien. Et puis on peut fermer. Et n'oubliez pas qu'on a toujours cet outil opacité, d'accord, pour réduire l'opacité de notre filtre de gradient, d'accord. Vous voyez qu'ici, au passage, on a tué cette teinte bleue qui devait être sans doute au départ un problème de balance des blancs. Je vous avais dit dans la partie 1, quand on occuperait plus tard, et bien voilà, on peut tuer cet aspect bleu. Et vous voyez, on n'est pas obligé d'aller à 100%, mais je pense qu'aux alentours de 70%, ça paraît bien. On peut le monter, si on veut, pour organiser un petit peu. Et puis, vous voyez, avant, après. Hein, ça n'a carrément rien à voir. Après, on aime ou on n'aime pas, hein. Les styles, c'est très très particulier. Voilà, très personnel. Donc, c'est vous qui voyez. On peut nommer, regardez, on peut nommer le calque style. Style sépia. D'accord? C'est pas vraiment sépia, mais enfin, c'est dans l'idée. Et voilà, donc c'est à vous de voir. La dernière chose qu'on va faire, je m'aperçois qu'ici il y a un petit bouton. Je vais en profiter pour vous montrer comment retoucher un peu les imperfections de la peau. Pour enlever les boutons, eh bien Affinity Photo a un outil qui est parfait pour ça. Vous voyez ici, on a plusieurs outils, d'accord? Par défaut, je ne sais pas lequel vous aurez sur votre interface, mais moi je préfère utiliser In Painting Brush Tool. Et puis là, vous voyez que on peut venir sélectionner. Pardon, il faut se mettre sur le calque background. Voyez, ça a complètement. Alors, ça a créé ici une petite zone aberrante, mais on pourrait refaire la manip plusieurs fois jusqu'à ce que ça paraisse bien. Moi, comme ça me paraît bien, voilà.
D'accord, et là c'est beaucoup moins présent, hein, le avant, après. Vous voyez, on a vraiment réduit cette imperfection de la peau. On pourrait encore le faire, hein, on pourrait recliquer ici, vous voyez, recliquer, enfin on peut vraiment s'amuser. Là, il n'y a plus rien, hein, ça me paraît très bien. On peut recliquer plusieurs fois, on peut même cliquer et glisser si jamais il y a une imperfection qui est plus grosse ou qu'on a envie de prendre plus de pixels en compte pour la reconstitution de ce qu'il y a derrière, de ce qu'il y a derrière sa tâche. Donc voilà, ça peut être intéressant. Maintenant qu'on a fait ça, je me rends compte que j'aimerais bien encore accentuer la présence du personnage sur la photo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un crop. Vous voyez qu'ici, j'ai un toit qui ne m'intéresse pas particulièrement. Et puis voilà, je voudrais vraiment que son visage ne soit pas au centre, mais je voudrais que son visage, je vais vous montrer par exemple, ce sera plus simple. Donc on va aller dans crop, on peut aussi appuyer sur C. Par défaut, vous serez sans doute sur le paramètre Original Ratio, ce qui en fait vous contraint dans un espace 16 neuvième. Et puis moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans Unconstrained, c'est-à-dire non contraint. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord? Alors moi, ce que je voudrais, c'est me séparer, enlever ce toit. Et comme je vous l'ai dit, je voudrais accentuer son visage. Comment on accentue un visage? Ça, c'est une technique de photo. Eh bien, on essaie que son visage soit sur une ligne de force. Vous voyez que de base, son visage est au centre, ça n'a pas tellement d'intérêt. Là, son visage est sur une des lignes de force de la grille en 3-3, donc il est plus mis en valeur. Deuxième chose aussi, c'est que lorsqu'on fait ce genre de crop, c'est-à-dire non équitable, on ne vient pas faire comme ça, c'est que on voit que on laisse de la place à son regard. D'accord? Il regarde sur la droite, et donc on veut laisser un maximum de place sur la droite. Si on avait fait l'inverse, vous voyez, on fait comme ça, c'était bizarre, d'accord? Parce qu'il y a plus de place à l'endroit où il regarde pas qu'à l'endroit où il regarde. Donc la technique, c'est quelque chose comme ça. Voilà, là ça me paraît pas trop mal, on peut cliquer sur Apply. Voilà. Et là vous voyez que vraiment c'est beaucoup mieux hein, au niveau du cadrage. On a vraiment de l'espace au niveau de son regard. Valentin est beaucoup plus présent sur scène, donc c'est vraiment très très bien. Et maintenant ce qu'on peut regarder, c'est depuis le départ, ce qu'on a fait. Donc pour cela, on va venir cliquer sur le premier calque qu'on a mis, on va faire Shift-clic sur le dernier, et puis vous voyez, le avant, après. Avant, après. Voilà, c'était tout. J'espère que ce look vous plaît, j'espère que Valentin, tu es satisfait par cette retouche. N'hésitez pas à commenter cette retouche dans vos commentaires, puis à publier éventuellement vos photos pour que je puisse les retoucher dans une prochaine vidéo. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce, et à bientôt pour une prochaine vidéo.